Peut-être passer la parole maintenant à nos trois intervenants pour qu'ils puissent se questionner mutuellement ou réagir sur les propos de l'un ou de l'autre. Bernard. Mon ami Sissoko, il connaît le respect et l'admiration que j'ai pour le repas et ses résultats. Parlant effectivement de résultats, il nous a déclaré tout à l'heure qu'ils ont réussi à faire inscrire la souveraineté alimentaire et les exploitations familiales dans la politique agricole de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est là où je me pose la question de savoir à quoi sert une politique si on ne la met pas en application. Et pour bien préciser ma question à Sissoko, il va accepter que je prenne l'exemple du Cameroun pour lui poser la question. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, je leur donne l'information qu'il y a juste 5 jours qu'on a publié le dernier recensement de la population. Au Cameroun, nous sommes aujourd'hui 19,4 millions de personnes, d'habitants au Cameroun. De ces 19,4 millions d'habitants au Cameroun, il y a 52% de notre population qui sont en ville. Des 52%, pour la plupart, c'est des jeunes. Ce recensement nous révèle aussi qu'en milieu rural, aujourd'hui, on a de plus en plus que de vieux. Donc, ce que nous appelons exploitation familiale, il faut bien qu'on accepte qu'au regard de la réalité, ça risque d'être une espèce en voie de disparition. Parce que je ne vois pas en quoi la relève des exploitations familiales peut être assurée en milieu rural où les jeunes quittent le village et aucun jeune n'accepte de s'investir dans l'agriculture et qui plus est dans ce que nous avons appelé exploitation familiale. Donc au point de vue ressources humaines, la force physique, c'est une espèce en voie de disparition. Premier niveau. Ces fameuses exploitations familiales, quand on les observe, je peux vous rassurer que ces exploitations, de ce qu'elles étaient il y a 10 ans, elles ont plutôt régressé. Parce qu'elles ne produisent plus autant qu'elles produisaient par le passé, puisque nous le savons, le système d'exploitation des sols est autre. Donc même par rapport à la technique de valorisation et d'exploitation de ces exploitations familiales, si on ne fait pas attention, elles sont aussi en voie de disparition. C'est là où je me tourne vers mon ami Sissoko. Je dis, mais vous dites que vous avez réussi à inscrire les exploitations familiales dans les politiques. Où est cette politique aujourd'hui où la situation que je décris pour le Cameroun, il le sait, elle est similaire pour plusieurs autres pays. Où est donc cette politique et qu'est-ce qu'elle attend pour entrer en application pour que nous puissions bénéficier effectivement des fruits de cette politique quand ce qui concerne notre souveraineté alimentaire? C'est la question que je pose à M. Sissoko. Merci Bernard. Je crois que quand tu as parlé, tu avais donné toi-même la réponse. Quand vous avez été inondé par les poulets, vous vous êtes mobilisé et vous avez pu obtenir un décret qui a mis fin à l'importation des poulets. C'est la même chose. C'est vrai que une chose, c'est d'amener les autorités à reconnaître les réalités. L'autre chose, c'est la mise en œuvre. Elle vient de le dire, le principe d'inscrire la souveraineté alimentaire, mais on veut prendre des juristes pour donner le contenu. Alors, il faut reconnaître que la gouvernance dans tout pays, c'est un rapport de force entre les groupes d'acteurs. C'est pas compliqué. Et chez nous, moi je suis mandingue, on dit que le pouvoir est une marmite. Et vous savez tous qu'une marmite ne peut vous servir que quand elle est chauffée. Quand vous avez une marmite, elle n'est pas sur le feu, elle ne vous servira à rien. Donc, il pose la question. La première des choses, pourquoi nous l'avons inscrit? Parce qu'on nous déniait. C'est-à-dire on n'était rien, quoi. Alors, on dit que l'exploitation familiale, c'est archaïque. C'est des tout petits champs partout dispersés. Ils sont toujours en train de travailler comme les ancêtres. Et ils reconnaissent eux-mêmes dans les statistiques que nous produisons 85% de toutes les productions. Donc quand on veut faire une loi, on a dit qu'il faut d'abord écrire que nous existons. C'est important. Donc le fait de marquer dans la politique agricole
la reconnaissance de l'exploitation familiale nous donne la légitimité de faire le combat pour que le reste change. Et ça commence à changer. La politique agricole, il y en a deux chez nous, parce qu'on a deux régions. Nous avons l'UEMOA, qui regroupe les pays anciennement colonisés par la France, autour du CFA, notre monnaie coloniale, et la grande famille CEDEAO, qui est l'UEMOA et les autres pays ex-colonisés par l'Angleterre. Donc, c'est l'UEMOA qui a fait d'abord une politique agricole dans laquelle nous avons demandé la reconnaissance des exploitations familiales, la modernisation par nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'on décrète notre modernisation. Parce que le décret de la modernisation qui est dans leur tête, c'est ce qu'elles viennent d'expliquer. Avec des petits champs partout, vous n'allez pas vous développer. Pourquoi ne pas concentrer? Mais vous allez concentrer. Comment vous pouvez décider que moi, je dois laisser mon petit champ, parce qu'il est petit, que je le vende à Bernard, pour aller faire quoi? Donc, laissez les gens évoluer. En 1960, c'était l'année des indépendances, il y avait 85% des populations en milieu rural, même au Cameroun. Il vient de le dire, maintenant il y a 52% au milieu rural, mais il n'y a pas eu de décret. Les gens bougent en fonction de plusieurs réalités. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons pu mettre en place un fonds régional de développement agricole dans l'UEMOA, où il y a aujourd'hui 15 milliards de francs CFA. Je ne sais pas combien c'est en francs suisses, pour bonifier le taux du crédit agricole. Dans notre région, le taux du crédit agricole annuel varie entre 14 et 24%. Ah, vous voyez bien, c'est formidable. Hein? La compétition, ça marche. Deuxième élément, il n'y a pas de banque de crédit agricole dans la majorité des pays au Cameroun. Alors donc, premier problème fondamental, le crédit agricole est inexistant. Là où il existe, tu ne peux pas y arriver. Deuxième élément, comme je l'ai dit, le marché est permanemment inondé par des produits de dumping. On a vu le cas du poulet congelé au Cameroun. C'est la même chose chez nous. Alors que l'aviculture, c'était un métier pour les jeunes. Parce que les jeunes ont besoin de travailler sur des filières qui donnent beaucoup d'argent et qui sont rentables. L'aviculture, l'apiculture et quelques produits maraîchers comme les haricots verts, etc., ce sont des créneaux pour les jeunes. Alors si vous cassez ça, alors comment il peut être étonné que les villes se développent plus vite que les villages? Dans la grande majorité du milieu rural, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de latrine. Il n'y a pas d'infrastructure sociale. Alors comment vous imaginez aujourd'hui garder des jeunes dans ces conditions-là? Ils ne vont pas accepter. Même s'ils ont 1000 francs suisses par mois, ils vont aller en ville. Parce que la jeunesse actuelle est une jeunesse qui est issue de la globalisation. Ils s'habillent comme en Suisse, en France. Ils voient les films, on a les séries brésiliennes, etc. Bon, je ne donne pas mon avis sur est-ce que c'est bien, mais c'est la réalité. C'est comme ça qu'ils veulent vivre. Un jeune aujourd'hui, nous quand on était jeunes, mais vous n'osez pas demander de l'argent, on va vous dire tu as mangé, tu n'es pas malade, qu'est-ce que tu attends? Ce n'était pas dans le programme. Quand tu manges, tu es en bonne santé, c'est fini. Voilà, tu travailles et tu te tais. Moi, mes enfants, je ne peux pas. Je n'ose même pas leur parler de ça. Alors donc, ils ont besoin d'argent. Mais ils ont besoin d'argent pour s'amuser. Et dans le milieu rural, ils n'ont pas d'infrastructure pour s'amuser. Voilà donc le problème qui fait que... donc, il y a, au-delà des revenus indispensables, il faut le développement rural. C'est ce qu'on a fait partout en Europe. Le développement rural veut dire faire des aménagements de territoire, qu'il y ait des stades, du moins, oui, des stades pour les sports,
Les jeunes, ils veulent faire du basket, du football, etc. Les jeunes africains sont des fous pour le football. Alors donc, si cela n'existe pas, même si on donne gratuitement de l'argent aux jeunes, ils ne vont jamais rester au village. Donc, il le sait, au Cameroun, comme dans la majorité des pays d'Afrique, la majorité a travaillé. Ce sont les paysans. Les recettes, parce que les gouvernements ont géré la commercialisation pendant plus de 20 ans. On n'a jamais su, au Sénégal, combien l'État vendait l'arachide à l'extérieur. Au Cameroun, au Ghana, au Côte d'Ivoire, on n'a jamais su combien le gouvernement vendait le cacao et le café. On donnait un prix de base pour que nous, on ne meure pas, les paysans. Et les bénéfices ont servi à construire Douala, Yaoundé, Dakar, etc. Donc, détournement de la plus-value agricole. Il y a une seule exception, c'est Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui a été le premier chef d'État à mettre l'électricité, l'eau, des écoles, etc. en milieu rural. Il était la seule exception. Donc, on n'est pas surpris de voir que les jeunes disent tout sauf le milieu rural. Et le deuxième aspect, c'est que ces villes que nous avons, vous les avez visitées, beaucoup de gens ici, comme Fernand, c'est des villes posées sur des bombes à retardement. Parce que quand vous avez une ville de 4 millions, où 1 500 000 sont au chômage, tôt ou tard, ça va sauter. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de villes de 4 millions en Afrique. Dans notre région Afrique de l'Ouest, nous avons une ville de 16 millions, c'est Lagos. 4 villes entre 8 et 10 millions, c'est au Nigeria. Et toutes les autres capitales sont entre 2, 3, 4 millions d'habitants. Mais sur lesquelles il y a seulement 20% ou 30% qui sont dans des conditions qu'on peut comprendre. Alors donc, nous nous trouvons dans une situation de rupture. Il n'y a pas d'alternance à arrêter ce processus. Et comme nous sommes en retard sur l'industrialisation, en retard sur la science, sur la technologie, là où on parle de l'Afrique, c'est quand on dit agriculture. Nous sommes premier producteur mondial de café cacao. Deuxième de banane. Troisième d'ananas. Quatrième d'arachide. Nous sommes 4e ou 5e d'exportation de poissons. Donc, c'est là où nous sommes les plus forts que les bailleurs de fonds. Donc, l'Occident sont arrivés à convaincre nos chefs d'État de ne pas s'occuper de ça pour développer les NUTIC, les nouvelles technologies de la communication. Vous vous rendez compte? Donc, on veut faire du développement théorique, essayer d'avoir des computers partout. Je ne suis pas contre. Mais on ne mange pas de computers. Hein. Un peuple affamé est un peuple en danger et dangereux pour l'humanité. Oui, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut sauter. Vous avez tous vu les films des pirogues qui sont faites pour la pêche, remplies de jeunes qui veulent faire 4000 km. Vous avez vu à la télévision. Ce n'était pas de la fiction, c'était de la réalité. Au Sénégal, nous avons des milliers de jeunes qui sont morts. Parce que un jeune affamé, qui n'a pas eu assez d'éducation, qui n'a pas d'espoir, est prêt à tout. Donc voilà la situation. C'est pourquoi ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, pour terminer, nous avons eu la déclaration de Maputo en 2003 où les chefs d'État se sont engagés à mettre 10% des budgets dans l'agriculture. Dans notre région, l'Afrique de l'Ouest, il y a 6 pays qui ont dépassé les 10%. Mais comme elle le disait aussi, comment ces 10% sont gérés? Ça, c'est une question. Mais c'est pour dire que c'est OK. Et depuis les émeutes de la faim, tous les pays africains subventionnent leur agriculture. Et ils ont même interdit maintenant à la Banque mondiale et au FMI de parler de leur agriculture. Parce qu'ils ont failli sauter. Donc, je pense que nous sommes maintenant en train d'avancer. Nous aussi, on ne veut pas des subventions. D'abord, la différence entre vous et nous, nos produits que nous mangeons, sur lesquels on veut des subventions, ne sont pas sur le marché mondial. Le petit millet, l'igname, le manioc, c'est consommé chez nous.
Maintenant, les produits café, cacao n'ont pas de subvention. Parce que nous sommes les premiers, donc on n'a pas besoin de subventionner. Mais là où on ne s'occupe pas de nous, c'est ce que nous mangeons, ce qui rentre dans nos marmites. Donc, Bernard, nous sommes d'accord que l'exploitation familiale est menacée. Et si, c'est comme toutes les activités, si les gens ne se mobilisent pas pour faire pression sur le gouvernement, ils nous ont sacrifiés pendant 25 ans. Ils sont capables de nous sacrifier pour le reste de la vie. C'est une réalité, mais ce n'est plus possible parce que nous sommes visibles. La politique agricole de la CEDEAO a été fondée sur un comité de pilotage dont je représente les paysans. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une réunion où je ne suis pas assis. Et nous menaçons souvent de boycotter la réunion et d'aller parler avec nos populations. Vous êtes témoins des APE. Ce n'est pas signé jusqu'à présent chez nous. Parce que nous nous sommes mobilisés et nous avons dit que nous ne pouvons pas signer l'ouverture commerciale alors que nous n'avons pas de politique agricole mise en œuvre, alors que notre niveau de vie est tellement bas. Comment voulez-vous imaginer que les prestataires de services en Afrique compétissent avec ceux de l'Europe sur notre territoire? On nous dit s'il y a un marché, par exemple, je ne sais pas, publicité, etc., il faut ouvrir. Mais c'est là avec quoi? Mais le gouvernement était prêt à signer. C'est nous qui avons dit que ce n'est pas possible. Et nous avons manifesté partout. Et jusqu'aujourd'hui, l'échéance c'était le 31 décembre 2007. Nous sommes en 2010 et ce n'est pas encore signé. Mais promenez-vous en Europe et demandez, les Européens ne savent même pas qu'on négocie les APE. Vous voyez, on en a fait un drame, un mystère, alors qu'au fond, il n'y avait rien. Donc je crois que ce qui est important, c'est que nous devrions maintenant assumer nos responsabilités en tant qu'Africains de notre devenir. Parce que ce qui est lamentable, nos dirigeants ne négocient pas. La Chine, aujourd'hui, a inondé nos marchés avec les tissus. Tout, ils nous amènent tout, à des prix qu'on ne peut pas concurrencer. Mais ça, ce n'est pas une manière de négocier. Il faut dire non, on n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas amener des tissus parce que nous, on est 3e producteur mondial de coton. Voilà, donc je crois qu'on s'est compris. Nous ne sommes pas menacés parce que nous sommes maintenant debout. On était menacés autrefois parce qu'on était assis. Maintenant, nous sommes debout et nous sommes partout. Vous nous voyez partout. Et le combat, nous le menons chez nous, avec les autorités politiques. C'est là-bas qu'on mène le combat. Et de temps en temps, on vient vous dire qu'on est en train de nous battre parce que vous avez aussi une responsabilité. Je parle des Européens, je ne parle pas des Suisses. La gouvernance est fondamentale. La gouvernance est fondamentale. Et vous avez vu les Africains se battre contre des armées. La Guinée l'a fait. 2 fois, ils se sont révoltés contre des armées. Mais l'Europe a fait mine basse parce qu'il y a l'uranium. Mais voilà, ce n'est pas possible. On doit être solidaire dans la justice. Quand le peuple se révolte contre l'injustice, vous devez soutenir. Vous devez soutenir le peuple qui dit les dirigeants qui ont détourné nos fonds pour l'amener à l'extérieur, on doit les sanctionner. Vous devez être solidaire avec nous. Sinon, comment on va régler la gouvernance? Donc ce sont aussi des questions pour l'Europe. C'est à nous de nous battre pour régler nos problèmes. Mais comme nous sommes dans le même bateau, le monde est un bateau. Et quand on voyage ensemble dans une pirogue, il est interdit à quelqu'un de percer un trou devant son siège, soi-disant que c'est pour lui. Et voilà le problème. Donc il faut que nous sachions que nous avons ensemble la responsabilité de nous battre pour une justice universelle. Et cela, ça ne peut pas souffrir des intérêts. Hein? Bon, je crois qu'on s'est compris. Merci à Bernard pour cette bonne question. Ah, c'était une bonne question. Peut-être on va demander à Valentina si elle a des questions ou des réactions plutôt. Peut-être déjà aussi juste un petit complément par rapport à la question de Bernard et des jeunes, parce qu'ici on se rend compte aussi que en fait il y a un prémisse de retour aussi à la campagne de la part des jeunes. Bon, c'est vrai peut-être plus dans les régions comme Genève, Zurich, enfin autour des grandes villes,
mais que cette volonté existe et que c'est les plus mordus pour défendre l'agriculture. C'est des jeunes, souvent issus en fait des milieux urbains, mais qui ont fait une formation agricole dans une école d'agriculture, qui ont fait toute cette démarche et qui cherchent maintenant à accéder à la terre et qui ont des grandes difficultés parce que ils n'ont pas forcément les moyens financiers, parce qu'il n'y a pas forcément la place, parce que justement le principe c'est que il faut croître sinon on disparaît encore dans l'esprit de beaucoup de monde. Et donc même si on pourrait penser que1 ou 2 hectares pourraient suffire suivant le type d'agriculture qu'on fait pour pouvoir vivre tout à fait correctement de son métier, d'autres sont partis encore dans un cycle où il faut continuer à s'agrandir pour pouvoir compenser justement cette baisse des prix qu'on vit. Donc moi je suis très heureuse en fait de voir qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent à s'intéresser à l'agriculture, qui veulent la défendre et qui veulent y travailler, ça c'est une chose. Et puis que je dirais chez les citoyens aussi, chez les citadins qui ne vont pas être actifs, il y a aussi un intérêt pour cette agriculture. Donc moi j'ai pas mal d'espoir à ce niveau-là. Et je partage ce que tu disais sur le fait que il faut que le milieu rural dans certaines régions demeure attractif ou devienne attractif, parce que sinon les gens vont partir. Et ces jeunes qui se retrouvent dans les pirogues, en plus, se retrouvent en fait après sur nos exploitations agricoles européennes à travailler sans papier pour des conditions de misère, pour qu'on puisse manger toute l'année des tomates, des fraises hors saison, etc. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes énormes. Donc moi je pense que voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir, qu'on peut redémarrer ce mouvement-là, et puis que petit à petit les gens se rendent compte que l'agriculture en fait ça reste quelque chose d'existentiel. Et peut-être juste quelque chose de personnel. Si je me suis engagée dans des études d'agronomie et ensuite dans le syndicat paysan unitaire dans lequel j'arrive à vraiment vivre avec ce métier, c'est après avoir fait plusieurs voyages en Afrique qui m'ont révélé l'importance de l'agriculture, et c'est en venant ici ensuite que mes études m'ont fait connaître l'agriculture suisse que je connaissais très peu, et puis je me suis dit mais en fait je serais peut-être plus efficace ici que d'aller travailler dans la coopération au développement, etc. On a plus d'efficacité dans nos propres régions, et en fait cet engagement que j'ai là, je le dois aussi en fait à l'Afrique, et puis à la présence encore vivace de l'agriculture, au contraire d'ici, mais que j'espère va se redynamiser. Maintenant, par rapport aux deux interventions de Bernard Djonga et puis Sissoko, moi je dirais, je ne sais pas s'ils veulent rebondir sur l'un ou l'autre, mais je trouve que pour moi, il y avait plusieurs aspects qui ont été soulevés. C'est la nécessité justement de la responsabilité de l'État. Peut-être si on peut aussi reparler de ça. Je crois qu'on l'a un peu tous dit à différents niveaux, hein. Tu l'as cité encore maintenant. Bernard, tu parlais de la question des décrets sur et puis chez nous aussi, on a tout un discours de désengagement de l'État vis-à-vis de l'agriculture, hein, parce qu'on libéralise, parce qu'il faut quitter. Et nous, on revient avec un discours en disant mais vous avez une responsabilité de créer ces conditions cadres. Ce qui se passe par exemple dans le marché laitier en Suisse et en Europe, c'est parce que aussi l'État veut complètement se désengager, alors qu'il y a une certaine liberté entre guillemets entre les acteurs du marché pour pouvoir développer un marché, bon, d'accord, ça, j'ai pas d'opposition à ça, mais les conditions cadres, il faut les développer, et puis elles concernent l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, quand on a un système autant dérégulé qui fait que les paysans ici ne s'en sortent pas, les consommateurs n'y gagnent rien, et en plus on détruit des marchés dans d'autres régions, il y a une véritable responsabilité de l'État qui doit reprendre la main et dire aujourd'hui, par exemple, dans le marché laitier européen ou suisse, il y a un tel dysfonctionnement parce qu'on a 30 000 paysans qui produisent du lait, 4 acheteurs et 2 gros vendeurs. S'il n'y a pas un minimum de règles, c'est sûr que les 30 000 ils passent à la trappe et les consommateurs, on leur redemande rien. Et j'aimerais peut-être aussi, pour parler des consommateurs, peut-être Bernard ensuite tu pourras compléter. Tout récemment, il y a dans le journal de l'industrie agroalimentaire suisse qu'on reçoit, il y a tout un article qui relate une étude qui dit qu'en fait les consommateurs
ils prennent ce qui est le plus cher. Ils nous disent en permanence qu'il faut baisser les prix parce que les consommateurs ils veulent des prix bas. Et là, cette étude qu'ils ont mandatée, ils disent « Ah non, mais en fait, les gens, ils veulent des produits chers, donc c'est très bien, ils veulent du Swissness, du Premium, etc. » Enfin, tout ce qui est label que développe la grande distribution, c'est ça qui marche. Il semblerait que Prix Garanti et M-Budget, les marques bas prix, sont en train de baisser au profit des produits sélection Migros ou Fine Food de Coop. Alors, il y a ça d'un côté, ils nous confirment que l'étude démontre ça, et de l'autre côté, ils nous disent, un distributeur dit, ah mais nous, on ne va pas prendre le lait à 1 franc des paysans genevois parce que c'est trop cher pour les consommateurs. Évidemment, là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la marge. Ils vont avoir une marge normale, mais ils ne vont pas avoir la grande marge qu'ils ont quand ils développent un fine food. Le paysan ne gagne pas 1 centime de plus. Eux, ils font un super emballage, un peu plus mignon. Et puis, ils ont le double ou le triple de la marge qu'ils auraient dans une situation comme le lait équitable, où il y a une répartition de la valeur ajoutée envers l'ensemble des acteurs de la filière. Et peut-être, je ne sais pas si Bernard, par rapport à cette question aussi de la répartition de la valeur ajoutée, enfin, de comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte qu'en tout cas, dans nos régions, nous, on a nos idées, mais au Cameroun, par exemple, sur comment est-ce que les consommateurs des villes peuvent justement pouvoir avoir accès à cette alimentation qui est peut-être un peu plus chère, mais qui va faire vivre une partie importante de la population. Je vais parler d'abord des États, avant qu'ils ne parlent de ça. Nous partons d'un principe simple. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Le budget, qui est l'arme financière de l'État, est composé du travail de tous les citoyens. Et il est évident que chez nous, c'est notre part qui est la plus importante. Il y a beaucoup de pays où les recettes budgétaires sont jusqu'à 45%. Là où il y a le coton, le cacao et le café en Côte d'Ivoire, etc. Donc, on ne peut pas être d'accord sur cela et ne pas, dans la répartition, mettre une partie importante chez ceux qui ont produit la richesse. Donc voilà, la première réponse. Le premier problème chez nous, c'est l'inéquité dans la répartition des ressources financières produites ensemble. C'est le premier problème de base. Et donc, les soutiens à l'agriculture doivent faire partie de cette justice équitable des ressources. On a vu depuis 2 ans qu'ils ont repris les soutiens, la production a augmenté. Et maintenant, les productions locales sont compétitives par rapport à l'importé. Parce que, avec le renchérissement du coût du pétrole, le prix du transport a augmenté, etc., etc. Premier élément. Deuxième élément, l'alimentation, que je l'ai dit, c'est 2-3 fois par jour pour tous les habitants d'un pays. Et évidemment, c'est un problème de santé, parce qu'on ne peut pas séparer la nourriture et la santé. Et c'est un problème d'emploi chez nous. Quand 70% d'une population gagne sa vie dans des activités, mais si le gouvernement ne fait pas une priorité pour cela, mais c'est de l'inconscience. Donc moi je pense que ce que nous attendons du gouvernement en matière d'agriculture, ce n'est pas de distribuer de l'argent cadeau, mais c'est comment vous pouvez comprendre que dans un pays comme le Sénégal, il fut un moment, il n'y avait pas 1000 tonnes de stock de sécurité. Mais c'est de la folie. 1000 tonnes, je ne dis pas 10 000 ou 20 000, mais il n'y avait pas, le gouvernement n'avait pas 1000 tonnes de stock. Quelque part, un stock. Un stock, une réserve. Mais vous vous rendez compte? Rien. On dit bon, parce que la Banque mondiale, le FMI, leur a fait convaincre qu'à n'importe quel moment, le bateau peut venir. Mais les avions se sont arrêtés 4 jours. Personne ne le pensait, mais les bateaux aussi peuvent s'arrêter. Quand il y a eu la guerre du Golfe, nous on l'a vécu au Sénégal, les bateaux n'amenaient plus le riz, parce qu'il y avait la guerre, et il y avait les bateaux sur la mer qui se bombardaient. Donc, pour cette raison, le Japon, qui a compris cela, a confié le riz à la défense nationale.
C'est le ministère de la Défense nationale du Japon qui est en charge de la production du riz. Parce que c'est un produit stratégique. Et deuxièmement, pour amener du riz au Japon, il faut payer une taxe de 440%. Parce qu'ils ont compris. Ils sont sur une situation qui n'est pas très, très claire. Il y a toujours des tremblements de terre, etc. Donc ils ne peuvent pas dépendre. Et l'alimentation du Japon, c'est 3 fois le riz. Donc ils ont dit qu'ils vont préserver et protéger les paysans japonais. Ce n'est pas par rapport au marché international ou au prix international, c'est par rapport à la survie du Japon. Et c'est le même problème chez nous. Nous sommes 66% des emplois, 40 à 60% du PIB. Mais comment on peut, un gouvernement normal, peut ne pas comprendre qu'il ne peut pas ne pas mettre la tête, les mains dans cette affaire-là. Donc, ce que nous demandons, c'est ce que tous les pays qui ont réglé une partie des problèmes agricoles, c'est de faire la bonification des taux du crédit agricole, c'est de faire des soutiens ciblés aux productions nationales et consommées nationales, c'est de mettre des stocks de sécurité prévus par les Nations Unies, parce qu'ils ont mis au moins 2% de la production doit être stocké. Et troisièmement, c'est de financer les infrastructures qui permettent le bien-être en milieu rural. Et tout cela fait partie de la politique agricole. L'exemple que nous avons, c'est la loi d'orientation agricole que De Gaulle a fait voter en 1962. Le premier article qu'il a mis, c'était l'équité. Il n'a pas parlé de production ou de consommation. Il dit, nous ne pouvons pas être dans un pays où il y a un groupe qui est bien et un autre groupe qui n'est pas bien. Donc, la première fonction d'une politique, c'est l'équité. Et voilà un peu comment nous voyons et comment nous nous mobilisons pour nous battre. Ce n'est pas des cadeaux que nous demandons, ce n'est pas de la charité. Nous apportons à la grande cagnotte, elle doit nous relancer la balle. C'est ça, la vérité. Et c'est ça qui est la base de la justice économique qui permet de donner l'espoir à tout le monde pour dire « je fais partie de la nation ». Mais on ne peut pas travailler tout le temps. Et puis on est toujours dans les mêmes situations. Alors que ceux qui nous dirigent, quand vous voyez comment ils vivent, eh ben, c'est pas quand même mal, quoi. Et voilà. Et ils n'inventent pas, ils ne fabriquent pas l'argent. Ils piochent dans la grande cagnotte. C'est pas possible. Voilà. Merci Mamadou. C'est bien de voir que 50 ans après l'indépendance, ils pensent toujours à De Gaulle, les Sénégalais. Mais il a fait quelque chose pour son pays. On le cite un exemple pour ça, pas pour ce qu'il a fait pour le Sénégal. Pour son pays, pas pour le Sénégal. Non. Peut-être Bernard. Bon, disons, peut-être je commencerai par, ça va vous paraître bizarre, je commencerai par dire merci à la FGC et à vous d'ailleurs qui nous avez aidé dans le combat que nous avons mené contre le poulet congelé et on nous a tabassé. Et c'est tout ceci, c'est pour vous dire que là où on est parti, on sera encore de plus en plus tabassé. Parce que la campagne sur laquelle nous sommes ancrés aujourd'hui, elle est hautement plus stratégique pour nous, allant dans le sens de la question qui m'a été posée concernant les consommateurs. Alors, nous sommes partis sur un constat simple. D'année en année, nous importons de plus en plus de denrées alimentaires. Ouais. Ça, c'est les politiques qui le font. Tu as 5 minutes vite pour être enregistré. Ça, c'est les politiques qui le laissent faire. Nous avons compris que si nous ne nous battons pas pour limiter les importations de denrées alimentaires, on n'obtiendra jamais cela du bon gré des politiques. Jamais. Parce qu'ils aiment la facilité. Or, nous avons pu amener une enquête pour savoir si nous étions dans le droit et dans la logique des consommateurs pour pouvoir limiter les importations. Et c'est là où nous avons découvert, je dirais, la magie pour parler comme on parle chez nous. Le riz camerounais, je vous ai parlé de ça. 65% de consommateurs camerounais dans les grandes villes, ils ne connaissent pas le riz camerounais. Non. Le lait. Si on devait produire le lait sur le plan local, 80% de Camerounais ne connaissent pas le lait local. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce qui fait que, en fait, le problème n'est pas celui des consommateurs. Non. Il y a beaucoup de consommateurs qui nous ont déclaré que si on leur donnait le riz local, ils choisiraient en priorité le riz local. Mais il n'y a pas ce riz.
Donc, pourquoi je dis donc qu'on est engagé dans une campagne? C'est que nous avons décidé donc de nous battre au cours de cette année. Un, pour ce qui concerne le blé, qu'on n'importe plus le blé au Cameroun pour fabriquer le pain à 100%. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous allons obtenir que le pain qui doit être fabriqué au Cameroun soit du pain enrichi à la farine locale, d'au moins 20%. Ça peut être le manioc, ça peut être le maïs, ça peut être la patate, ça peut être le signal. Et nous avons fait tous les calculs. Si on introduisait 20%, si on décidait d'introduire 20% de farine, de patate, de manioc ou bien de maïs dans la fabrication du pain, on gagnerait annuellement 11 milliards de francs CFA. Et c'est 42 000 emplois qu'on créerait. Parce que la dynamique de production de ces tubercules. Et si on réussit à produire ces tubercules avec à cette vitesse et à cette quantité, on banaliserait la consommation, c'est-à-dire la consommation de ces tubercules locaux. On ferait en sorte que ça devienne un aliment populaire. Vous voyez donc que le gain est énorme si on réussit simplement à obtenir l'introduction du pain enrichi au Cameroun. C'est sur ce champ-là que nous sommes engagés à nous battre. Et pour nous battre, nous avons prévu, nous commençons par le mois de juin, nous avons prévu une gigantesque manifestation, pas dans la rue, mais une manifestation qui consiste à faire goûter du pain enrichi à une grande manifestation. À tous les Camerounais. J'allais dire à tous les Camerounais, mais ce n'est pas réaliste. Donc, nous organisons une grande manifestation de dégustation du pain enrichi à Yaoundé et puis à Douala. En espérant que lorsque les consommateurs auront goûté à ce pain, ils seront avec nous d'ici la fin de l'année où nous serons obligés peut-être de descendre dans la rue pour obtenir des gouvernants qu'on introduise le pain enrichi au Cameroun parce que le résultat est énorme. Pour le riz, pardon. Malgré le tabassage. Non, bien évidemment. Bon, ça c'est notre problème. Disons que pour le riz, nous avons retenu que on ne peut pas indéfiniment importer du riz. C'est pas normal. Il faut plafonner les importations à 400 000 tonnes. Passé 400 000 tonnes, nous descendons dans la rue. Et tout ça, c'est pour obtenir des politiques. Est-ce que nous allons réussir? On ne sait pas encore. Et c'est en ça que je vous ai interpellé. Donc si demain vous suivez à la radio qu'il nous est arrivé quelque chose, retenez que nous nous battons. Nous serons en train de nous battre. Nous serons en train de nous battre pour qu'on impose le pain enrichi au Cameroun, parce qu'on connaît l'effet bénéfique que ça pourrait avoir, non seulement sur les consommateurs, mais sur les populations de manière générale. Même chose pour le riz et autres. Et nous ne pouvons obtenir ça que des politiques. Les consommateurs nous ont déjà dit que nous sommes partants. Oui, ils sont partants. Il reste maintenant que les politiques nous donnent l'occasion de faire en sorte que les consommateurs prennent aussi goût de ces produits locaux qui sont, je peux vous le rassurer, d'excellente qualité. Parce que m'est déjà arrivé de goûter le pain enrichi au maïs. Je vais vous apprendre, puisque vous en faites souvent ici, et le pain enrichi au manioc. C'est aussi très intéressant. Et c'est sur cette lancée-là que nous sommes engagés. J'ai peur, voilà, ça clignote déjà là-bas. Oui, moi, ce que je voudrais ajouter à ce qu'il a dit, c'est qu'au Cameroun, on peut faire 3 fois le riz dans l'année. Oui. Il pleut 9 mois dans ce pays. Et le riz de pluie, c'est 3 mois. Oui. Donc vous vous imaginez la folie. Ils importent du riz alors que c'est un pays qui a 9 mois de pluie par an. Donc chaque 3 mois, tu récoltes. Que ce soit maïs, que ce soit riz, c'est pas possible. Chez nous, c'est la même chose. Le Bénin, jusqu'au Nigeria, ils font du riz dans les bas-fonds. 6 tonnes à l'hectare sous pluie, sans engrais. Mais les jeunes, ils sont sur les motos. Ils ne sont pas dans les champs. Voilà un peu les problèmes. Donc la politique a une responsabilité dedans. Il faut qu'ils fassent des investissements dans le milieu rural pour que les jeunes disent on s'occupe de nous. Mais c'est triste d'être dans un village la nuit, tu ne vois rien, tu n'as rien, c'est pas possible. Alors que les jeunes voient bien les fils de ces leaders, ce qu'ils ont. C'est ça le problème. Il y a un décalage fondamental qui ne peut pas favoriser le développement. Mais on y veille, on est là-dessus. On va s'en occuper. Ok. Bon, merci à Bernard pour sa demande d'appui à la FGC.